Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe, 79e jour de course. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures. On parlera également de la situation avec le chenal. Ça va peut-être se débloquer demain, mais c'est pas encore sûr. Et puis, on parlera de Samantha Davis, Boris Herrmann qui devraient arriver, eux, demain. Et de la bagarre derrière, parce que le petit groupe au niveau d'Isabelle Yoshke, là, c'est encore extrêmement serré. On fera un petit point également sur Giancarlo Pedoté, parce que au final, on a assez peu parlé de Giancarlo Pedoté sur les derniers jours. On me l'a fait remarquer dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également, si vous avez l'envie de me soutenir, vous pouvez cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications. Et ça, c'est plus simple si vous avez la petite cloche. Le deuxième moyen de me soutenir, c'est de faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Ça se passe dans les commentaires. On commence tout de suite avec cette vidéo, ce 79e jour de course. Une vidéo qui va être plus courte, hein. On a moins d'infos à distiller, à dispatcher aujourd'hui, mais on va revenir un petit peu sur les deux bateaux qui sont en approche de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire Boris Herrmann et Samantha Davis. Boris Herrmann qui va un peu moins vite que Samantha Davis, mais il y a quand même quasiment 80 000 d'écart entre les deux. Bon, Boris Herrmann, il a montré des images, mais impressionnantes des dernières heures. Il avait quasiment 8-9 mètres de creux. C'est impressionnant, c'est des rouleaux en fait qu'il a eu au large du Portugal. Vraiment des rouleaux de vagues, quoi. C'est des trucs monstrueux. Vraiment des images qu'on a vues quand on regardait les vidéos du Jules Verne ou qu'on a vu sur certains Vendée Globe, mais pas du tout le long du Portugal. Enfin voilà, c'est pas des images habituelles le long du Portugal. On sait que parfois on a des fronts, mais là c'est pas un petit front. Quand vous avez des creux de 9 mètres et qui s'abattent sans s'arrêter, quasiment ça, c'est impressionnant. Impressionnant, et son bateau arrive quand même à avancer là-dedans, hein. Même si je pense que Boris Herrmann, il regardera son Vendée Globe et il se dira, il y a peut-être eu des choix techniques qui n'ont pas été efficaces. Parce que c'est vrai que Boris Herrmann, quand il va arriver demain, 12e, c'est pas le résultat peut-être qu'il espérait. Surtout vu les courses, lui, qu'il avait fait auparavant, où il avait été plutôt bon, il n'y avait pas eu de problème technique, le bateau avançait plutôt bien. Ce qui est surprenant, c'est que c'est un bateau qui devait être efficace dans les mers du Sud et qui n'a pas été efficace dans les mers du Sud. Globalement, ce qu'on notera, c'est que ce bateau-là n'allait pas plus vite que Sam Goodchild, par exemple. Or, Sam Goodchild, c'était un bateau déjà de la génération précédente, mais qui n'était pas fait techniquement, qui n'avait pas été conçu pour les mers du Sud particulièrement. Il a fait un bateau lourd, un bateau assez lourd, pas forcément aéro aussi, c'est pas le bateau le plus aéro du peloton. Il a voulu du confort dans son bateau, il a voulu un bateau fiable et malheureusement il a eu quand même pas mal de pépins techniques, surtout sur les derniers jours de course, mais même auparavant dans les mers du Sud il avait déjà eu un problème de foil qui ne pouvait pas changer de position. Et il n'a pas été beaucoup plus rapide que des bateaux de génération 2020 pour un bateau neuf. Enfin, un bateau de génération 2024. C'est-à-dire que si on compare à Justine Métro, si on compare à Sam Goodchild avant l'incident, hein, avant le large du Brésil, il ne va pas beaucoup plus vite qu'eux. Je trouve que c'est un bateau qui a manqué d'efficacité, et surtout dans les mers du Sud, où c'est là où il devait être efficace. En contrepartie, toutes les zones de transition étaient extrêmement pénibles pour lui. Et je pense notamment à cette descente de l'Atlantique où il a perdu énormément de temps d'entrée, Boris Herrmann. Il perd du temps dans la première partie de course. Si on revisionne ça, le début de course est vraiment loin d'être exceptionnel pour Boris Herrmann, hein. Au début ça va bien, quand il y a du vent, il est dans le top 10. Okay. Et puis après, dès qu'on arrive dans des zones où les alizés n'ont pas été là, hein, donc sous les îles des Canaries, et là tous les jours il perdait quand même beaucoup de temps, quoi. Alors il a tenté la voie centrale
mais ça n'a pas été efficace. Ensuite, il part vers l'ouest, mais avec un gros temps de retard, lui. Et surtout, bah, on voit, dès qu'il est dans des zones de transition, le bateau n'était pas efficace. Là, ce jour-là, par exemple, si on compare à un Nicolas Luneven, bah, il fait 30 000 de moins, voilà, qu'un Nicolas Luneven. Et très souvent, il a été en difficulté dans ces zones de transition, ce qui fait que tu vois qu'il se retrouve même à un moment quasiment en dehors du top 20. Alors, il arrive à revenir dès qu'il y a un petit peu de vent. Là, en navigation au près, ça se passe bien. C'est vrai qu'en navigation au près, il a plutôt eu des bonnes moyennes. Là, dans la catapulte, bah, il part avec un temps de retard. Donc il se retrouve à être avec Clarisse Kremer et Samantha Davis, hein, mais avec ce temps de retard-là. Et on voit là de nouveau zone de transition qui a été très compliquée à gérer de nouveau pour lui. Et puis après, dans les mers du Sud, si tu compares à une Clarisse Kremer par exemple, son bateau va pas plus vite alors qu'il devait aller plus vite. Et il arrive à s'échapper là, mais il se fait de nouveau bouffer. Et après, si on compare avec Justine Métro, bah, les deux vont à des vitesses proches, quoi. Voilà, il n'y a pas de si gros écart que ça avec son bateau qui normalement devait être hyper efficace dans ces zones-là, quoi. Et je pense que le fait d'avoir fait un bateau lourd a fait qu'il a eu un bateau lent dans ces zones de transition. Et là, on voit bien, hein, ça va pas si vite que ça hein, du côté de Boris Herman. Il est 8e au passage du Cap Horn. Et bon, ensuite, là, c'est là où il commence à avoir ses problèmes techniques. Donc après, ça commence à être plus compliqué. Mais tu vois qu'il a... Enfin, au mieux, il a été 7-6. Et souvent, il a été quand même en bordure de top 10. Sur la fin, bon, ça a été compliqué avec son foil. Et là, on le voit bien. Hein, le jour où il perd le contact avec son problème de foil. Là, ici, problème de foil. Hop, hop, le bateau qui part un peu dans tous les sens. Et puis ensuite, bon, bah, il n'a jamais pu accompagner les autres bateaux. Alors, heureusement pour lui, c'est que Samantha Davis a freiné, qu'il a pu lui passer devant parce qu'elle a freiné. Mais en gros, ça a été quand même compliqué, je trouve, Boris Herman. Je m'attendais à mieux. Donc ouais, il faudra débriefer ce qui n'a pas marché. Si on repart sur un nouveau Vendée, là, il n'y a pas eu forcément 150 informations pour le moment pour les concurrents, mais si elle repart sur un nouveau Vendée, il faudra débriefer ce qui n'a pas marché cette année. Et je pense que sur la conception même du bateau, il y a peut-être eu des erreurs. L'idée de faire un bateau lourd, bah, on voit que sur toutes les phases de transition, ça a été compliqué et ça n'a pas été efficace non plus dans les zones de fort vent. C'est ça qui a été le problème du bateau de Boris Herman. Et c'est vrai que c'est un peu une déception. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas senti... En fait, il perdait des positions, ça ne l'affectait pas. C'est-à-dire, si on compare à Clarisse Kremer, qui, elle perd 3 places, elle est au bout de sa vie, Boris Herman, j'ai l'impression, oh bah, comme dirait Nasser Al-Attiyah au niveau du Dakar, everything is okay, comme ça un petit peu, mais c'était un peu normal, quoi. Ça ne l'affectait pas plus que ça. Donc ouais, au final, il va faire un Vendée Globe, ça va être l'un des rares hein, qui va faire un Vendée Globe plus lent qu'il y a 4 ans. À la fin, Boris Herman. Parce qu'il va il va arriver demain, donc il va arriver demain dans l'après-midi, donc il sera à 80 jours. Il fera quasiment un Vendée Globe plus lent, parce qu'il y a 4 ans, et encore, s'il n'avait pas eu, une rencontre malheureuse avec un bateau de pêche, il aurait pu finir plus vite. Donc ouais, c'est une déception, mais surtout, j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas vraiment tant la niaque que ça, quoi, Boris Herman. C'est plus ça qui a été surprenant, c'est quand tu regardes sa vidéo, il perd du temps, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Alors peut-être qu'il n'a pas tout montré hein, en vidéo, hein. Peut-être que les moments où il était très énervé, très en colère, il les a pas montrés, contrairement à Clarisse Kremer. Mais ouais, j'ai eu l'impression que bon, il faisait sa course, mais l'objectif était surtout de faire un tour du monde et pas forcément d'être concentré sur la performance. Ça m'a donné cette impression-là. Samantha Davis, là aussi un bateau neuf, hein, Samantha Davis. Du côté de Samantha Davis, elle perd dès le départ le top 10, 3 premiers jours de course. C'est là où elle perd le top 10, Samantha Davis. Le bateau était peut-être pas le plus rapide, mais regardez où elle se retrouve au bout de 2 jours, quoi. Et on en avait parlé, hein. Elle fait un très mauvais départ. C'est
voilà, le départ de course de Samantha Davis, il n'est pas bon. Elle perd beaucoup de temps d'entrée, elle est plutôt dans le deuxième paquet à ce moment-là. Heureusement, c'est que dans la zone sans vent, elle va faire une remontée comme Clarisse Kremer, mais elles vont remonter très vite toutes les deux. Donc, elle a eu de la chance, c'est que ça l'a remise dans le match. Et on voit qu'ensuite, elle arrive vraiment à être au coude à coude. Et c'est vrai que ce début de course lui coûte cher, au final, je pense. Ce qui fait qu'ensuite, bah, elle se retrouve quand même avec un petit temps de retard dans la catapulte. Mais elle tient quand même la cadence, parce qu'elle s'accroche un maximum, puis au bout d'un moment, ça lâche, ce qui est normal. Ensuite, il y a cet objectif de descendre très vite au sud, qui n'a pas fonctionné, parce qu'ensuite, elle a été arrêtée dans du vent mou. L'océan Indien, bon, elle est dans le deuxième peloton, mais elle est plutôt bien dans le deuxième peloton. Voilà, elle tente des stratégies, mais qui, on s'aperçoit à chaque fois, n'ont pas été vraiment efficaces. Et puis là, bah, il y a le blackout quoi, qui va arriver. Hop là, blackout. Et là, bah, elle perd beaucoup de temps. Elle perd beaucoup de temps, comme Clarisse Kremer dans cette sortie d'océan Indien début de Pacifique, où là, bah, elle va être complètement arrêtée, quoi, hein. Alors au départ, elle dit c'est parce qu'elle freine à cause des conditions de vent. En fait, la réalité, c'est qu'elle a eu un blackout pendant quasiment 2 ou 3 jours avec très peu d'électricité. Et avant de régler le problème, ça a été long. Ensuite, bon, bah, vous voyez, elle tombe dans des zones sans vent, ce qui fait qu'elle perd beaucoup de temps. Et là, ça a été dur. Et si tu regardes bien, elle n'a pas été elle est montée au nord là en pensant qu'elle aurait plus de calme. Bon, on s'est dit aussi peut-être un peu plus de soleil, mais ça n'a pas été efficace, parce qu'on voit qu'ensuite c'est là où elle décroche vraiment du groupe du Treux. Heureusement pour elle, c'est l'une des rares quand même, on s'aperçoit, Samantha Davis, qui a eu quand même 2-3 occasions à chaque fois de revenir sur le groupe de devant. Ce qui n'est quasiment arrivé à personne sur ce Vendée Globe. Jérémy Billot aurait bien aimé avoir les mêmes conditions que Samantha Davis au final. Mais là, bon, bah voilà, elle se retrouve lâchée un peu en termes de rythme. Et puis après, elle décroche hein, assez fort. Et elle n'arrive plus à tenir la cadence. En fait, dans l'Atlantique Nord, elle ne tient pas forcément la cadence de Benjamin Dutreux et de Clarisse Kremer qui s'envolent très vite. Parce que là, elle n'a pas encore freiné à ce moment-là, mais elle n'arrive pas à tenir leur cadence, tout simplement. Et ensuite, bon, là, elle a freiné. Donc, voilà, elle s'est mise un peu à l'arrêt en faisant des petits zigzags. Voilà, et ensuite, elle repart. Mais Samantha Davis, de toute manière, elle n'aurait pas pu choper le top 10. Parce que, encore une fois, le blackout qui lui fait perdre beaucoup de temps. Vous avez aussi la situation du début de course où elle part trop lentement. Ça lui coûte très cher à la fin. Ça lui coûte extrêmement cher. Ce qui est marrant aussi, mais comme je l'avais dit, Initiative Cœur, encore une fois, il y a un projet à la fois de finir. C'est pas forcément la performance qui compte pour Initiative Cœur. Il y a un projet d'œuvre de charité derrière. Initiative Cœur, c'est en fait mécénat chirurgie cardiaque. Donc l'idée aussi de sauver des enfants. Et c'est vrai que l'idée est d'aller au bout sur un Vendée Globe. Donc ils font souvent des bateaux assez costauds, assez résistants, pas toujours les plus rapides. Sauf que c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que c'est un bateau qui a été plutôt rapide dans les transatlantiques. Sauf que dans les mers du Sud, bah, on voit que dans certaines situations, il n'arrivait vraiment pas à tenir la cadence. Au près, il a vraiment eu du mal, ce bateau. Dans toutes les phases de navigation au près, bah, il a été plus lent que la plupart de ses concurrents. Et si on regarde bien, bah, dans d'autres situations, ça n'a pas été non plus folichon pour Samantha Davis. Donc là aussi, il y aura peut-être une petite déception parce que quand tu mets des moyens pour un bateau neuf et que tu vois qu'à la fin, tu n'es pas dans le top 10 d'un Vendée, ça fait un peu mal. Et puis elle a fait quand même des erreurs stratégiques aussi, on le voit à plusieurs moments. Elle a fait des mauvais choix de route. Donc ouais, elle va se poser des questions, je pense, à l'arrivée, Samantha Davis. Parce que Samantha Davis, elle est là depuis 2008, donc un peu avant. Je pense que c'est pas le Vendée le plus facile. Alors c'est pas le plus dur qu'elle ait eu, mais c'est pas le plus facile et je pense qu'elle s'attendait à mieux aussi, Samantha Davis. Je pense. Elle s'attendait au moins à être entre 8 et 10, quoi. Et là, elle est bon, loin quand même en termes d'objectifs de perf. Bon, malgré tout, elle va battre, je pense, son record. Parce que comme elle avait abandonné l'an dernier, enfin lors de la dernière édition, je pense que 80 jours, ça va être son record à Samantha Davis. Mais ouais, je pense qu'elle s'attendait à être plutôt aux alentours de 76, quoi, plutôt que 80.
Et à 76, tu vois que bah, t'es au niveau de Justine Métro, quoi. Donc ouais, je pense qu'il doit y avoir une petite déception de ce côté-là. Bon, Romain Attanasio. Vous voyez, pas une moyenne exceptionnelle du côté de Romain Attanasio. Pourtant, il est repartant. Alors vous vous dites, la courbe est pas très jolie en plus du côté de Romain Attanasio. Très mauvaise nuit du côté de Romain Attanasio. En fait, il disait, ça se passait pas très mal. Hein, tu vois, il avait retrouvé du vent, il était en portant. Et en fait, il s'est fait avoir parce qu'il était au portant, certes, mais avec de la mer. On va même revenir quand ça s'est produit. Voilà. Et une mer mauvaise. Comme il le disait, voilà, il était dans 3 mètres, 4 mètres de mer. Bien entendu, ça se passe de nuit, ce genre de choses. Et bah, le bateau part à la bâtée. Donc, c'est-à-dire, il se couche, le bateau, complet. Et normalement, dans ce genre de cas, les bateaux d'IMOCA sont quand même bien faits, surtout depuis la génération 2000. Ils ont une quille. La quille, elle sert à faire basculer le bateau. Notamment, c'est obligatoire la quille, c'est s'il se couche, il faut que la quille soit en capacité de redresser le bateau. Il y a des tests qui sont faits. Sauf que les tests, ils sont faits déjà dans une mer qui est calme, parce que c'est au port, et pas avec les voiles emmêlées. Sauf que Romain Attanasio, le J0 s'est emmêlé avec le J2, parce qu'en fait, le J2 s'est déroulé, ce qui n'aurait pas dû arriver. Il a dit il a dû faire une erreur, parce que normalement, il était bloqué le J2 pour pas se dérouler, donc là, il s'est déroulé. Donc les deux voiles étaient ensemble. Toutes les écoutes sont parties un petit peu dans tous les sens également, et surtout, la quille ne voulait pas refaire basculer le bateau. C'est-à-dire que le bateau était comme ça, sauf que la quille est considérée qu'elle n'avait pas assez de puissance pour redresser le bateau. Et c'est là où Romain Attanasio, il a eu de la chance, c'est qu'elle était quand même un peu relevée, la quille. Donc il a manœuvré un petit peu pour réussir à remonter le bateau est remonté. Sauf que bien entendu, tout était un petit peu en bordel dans le bateau. Et notamment ce problème de J2, J0, les écoutes étaient emmêlées dans tous les sens. Donc il a dit en fait il était sur le pont, sans harnais, ce qui là est quand même une mauvaise chose du côté de Romain Attanasio, parce que normalement quand on va sur le pont on doit avoir un harnais qui vous protège et qui vous maintient au bateau en fait, pour éviter de tomber à l'eau et de ne plus être connecté au bateau. Et là Romain Attanasio, il a dit il a fait ça un peu en catastrophe, en slip et en chaussettes, pour réparer tout ça. Et puis après il est allé se recoucher, voilà, parce que c'était quand même un bel effort qu'il avait fait. Sauf que l'arrière du bateau, il y avait de l'eau à l'intérieur, parce qu'il y a eu un système qui a cassé et qui permet en fait d'éviter que l'eau rentre à l'intérieur au niveau de la barre, du système de barre. Il y a un système qui permet d'éviter que l'eau rentre à l'intérieur du bateau. Et donc ça s'était aussi cassé, donc il a fallu réparer et ensuite il a fallu éponger le bateau. Ça a pris un peu de temps, mais désormais ça va vite, ça va mieux du côté de Romain Attanasio. Et surtout dans l'affaire, il n'a pas perdu beaucoup de temps parce que derrière tout le monde est à l'arrêt. C'est vrai que lui, c'est le seul qui a réussi à éviter cette zone-là de nouveau. Donc il a 500 000 d'avance sur Giancarlo Pedotte, l'italien. Et désormais, son objectif, c'est de contourner les Açores par le nord, enfin par l'ouest, le nord-ouest, voilà, on va y arriver. Sauf que il va y avoir encore pas mal de vent pour lui. Donc déjà, il y a cette tempête qui va s'échapper. Mais il va y avoir une dorsale à traverser. Et ensuite, il y aura encore du vent très fort. Donc il faudra essayer de rester devant la dépression, un petit peu comme ce qu'on a fait dans les mers du Sud. C'est-à-dire essayer de rester devant la dépression le maximum avant d'être traversé, je pense, par cette dépression. L'avantage, c'est que normalement, la dépression d'après suit assez vite. Donc il n'y aura pas vraiment de zone de transition pour lui. Et normalement, dans 3 jours, on peut dire dans 3 jours, arriver au Sable d'Olonne avec des conditions qui devraient être plutôt calmes. Voilà, pour cette arrivée au Sable d'Olonne. Pour lui. Donc il pourra y avoir encore match, mais lui, il a un petit peu d'avance. Alors que derrière, c'est toujours un gros combat. C'est un gros combat, à part Jean Le Cam qui est un petit peu derrière pour le moment. Je pensais qu'il serait moins arrêté que ça, Jean Le Cam, pour tout vous dire. Mais ouais, entre Tanguy Le Turquet et Benjamin Ferré qui ont passé la nuit ensemble,
Benjamin Ferré qui disait il prend le relais de Clarisse Kremer sur ce Vendée Globe. Je ne sais pas comment prendra ça Clarisse Kremer. Mais disait surtout Benjamin Ferré, parce qu'il connaît en plus Clarisse Kremer, parce que c'est l'ancien bateau de Clarisse Kremer sur lequel il est Benjamin Ferré. Ils avaient eu une sorte d'accord parce que Benjamin Ferré connaît Clarisse Kremer depuis en fait la classe mini, parce qu'à l'époque il avait déjà repris l'ancien bateau de Clarisse Kremer. Donc ça fait 2 fois qu'il navigue avec l'ancien bateau de Clarisse Kremer, Benjamin Ferré, donc forcément il la connaît un petit peu. Benjamin Ferré disait que oui, il s'occupait bien de Tanguy Le Turquet, et surtout, Benjamin Ferré, il a dit, il a découvert une passion, c'est le bricolage sur ce Vendée Globe. Des fois on se découvre hein, sur un Vendée Globe, au bout de 80 jours de navigation, on se découvre un petit peu en tant que marin, et Benjamin Ferré, il a dit, putain, j'aime faire des réparations, il disait, j'aime faire du bricolage, et surtout, un petit côté où il aime progresser dans le bricolage, et il montrait notamment comment il a évolué entre sa première réparation sur le Vendée Globe où il disait bon bah c'était un peu cracra, il y avait de la colle un peu partout, et sa dernière réparation où il a essayé de faire tout bien propre, de tout bien protégé, voilà. Donc Benjamin Ferré, l'expert du bricolage, il va peut-être retaper un bateau, il va peut-être devenir comme Louis Duc, Benjamin Ferré. On va revenir sur Giancarlo Pedoté. C'est vrai qu'on en a peu parlé de Giancarlo, qui a des problèmes hein, sur son bateau. Il n'a pas son bateau à 100%, c'est comme Isabelle Dioschke. Donc c'est vrai que cette situation-là les arrange moyens, surtout qu'il a été rattrapé par Conrad Coleman, par exemple, qui va vite, Conrad Coleman. C'est impressionnant quand même, hein, le néo-zélandais, comment il arrive à trouver des grosses vitesses. Du côté de Giancarlo Pedoté, un peu à l'arrêt. Sa course n'a pas été simple hein, à l'italien. C'est vrai que si on revient au tout départ, il partait quand même avec des ambitions, Giancarlo Pedoté. C'est-à-dire qu'avant course, Giancarlo Pedoté, son objectif c'était quand même un petit top 15. Moi je l'avais pas mis parmi les outsiders, Giancarlo Pedoté, parce que je me disais, ça va peut-être être compliqué pour son bateau qui n'est pas le plus rapide. Et d'entrée, on voit qu'il est un peu distancé. Mais il arrive quand même à rentrer dans le top 15, tu vois, avec un peu de navigation. Et c'est vrai que c'est un concurrent d'expérience. Sauf que là, vous voyez, premier problème pour lui, c'est dans la zone voilà, de transition avant le poteau noir. Lui, il tente la voie centrale avec Alan Roura. Bim. Ça leur fait perdre un temps fou. Et là, il se retrouve dans le peloton des bateaux à dérive droite. Et ensuite, c'est plus du tout la même course. Parce qu'en fait, ils ont perdu la course là, sur cette action-là avec Alan Roura. Bon, ensuite, il est bien remonté. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait la course avec Jean Le Cam, avec Alan Roura, avec Isabelle Dioschke. On va avancer un petit peu. Bon, ensuite, Cap Horn, avant le Cap Horn, problème technique sur son bateau. Donc ça va lui faire perdre beaucoup de temps avec Isabelle Dioschke dans le Pacifique. Donc ça permet à Alan Roura de leur passer devant. Surtout qu'Alan Roura fait un super fin de Pacifique. Jean Le Cam s'éloigne aussi. Et puis ensuite, ils ont réussi à récupérer les wagons quand Jean Le Cam, Alan Roura, tout ça, ils ont été complètement arrêtés. Mais eux aussi, ils ont touché la zone de molle. Donc ils se sont fait rattraper par Benjamin Ferré notamment, par Tanguy Le Turquet. Et depuis, c'est un peu compliqué du côté de Giancarlo Pedoté, qui a quand même un bateau qui n'est pas à 100%. Donc c'est vrai qu'en termes d'efficacité, c'est plus dur. On voit, par rapport à Damien Seguin, il ne peut pas suivre. Mais il essaye de faire sa course au maximum. Encore une fois, il y a eu une grosse erreur du côté de Giancarlo Pedoté qui lui coûte cher. Depuis, il fait le job, le coureur italien. Mais on voit que ça ne suffit pas forcément pour aller chercher un grand résultat. Donc voilà, petite déception, je pense, pour lui quand même. Parce qu'il ne s'attendait pas à être autant en... je pense qu'il s'attendait à être à cette place-là, Giancarlo Pedoté, mais il ne s'attendait pas à être si loin à l'arrivée. Ça va être Giancarlo Pedoté, je pense qu'il va aussi pas être beaucoup plus rapide qu'il y a 4 ans. Pourtant, il a beaucoup travaillé sur son bateau, il avait allégé énormément son bateau. Et je pense que il y aura une déception pour lui. Pas forcément à cause de la place, mais plus à cause du temps, qui va pas être forcément si canon que ça. Alors je peux pas vous donner beaucoup plus d'informations sur Giancarlo Pedoté, ça fait partie des concurrents qui ont fait très peu de vidéos, voire quasiment pas aussi. C'est dommage pour les sponsors, mais c'est comme ça. Et puis après, il y aura quand même une réflexion, lui aussi, pour dans 4 ans, déjà parce que là j'avance du côté de Giancarlo Pedoté,
mais aussi du côté de son sponsor, en sachant qu'en plus, du côté de l'Italie, on voit bien quand même Ambrogio Beccaria en classe 40 qui pousse quand même très fort. Donc ça va peut-être donner des idées également pour aider Ambrogio Beccaria et peut-être que ça sera au détriment de Giancarlo Pedote. Bon, on verra ça du côté du coureur italien, mais c'est vrai que ça n'a pas été un Vendée facile pour lui. Je pense qu'il y a un peu de déception. Il y a un peu de déception pour lui. Je pense qu'il s'attendait à aller plus vite. Voilà, et je pense que c'est là-dessus où il est un peu déçu. La place, non, parce qu'en gros, quand tu regardes les courses, il est entre 10 et 15 à chaque fois sur toutes les courses de préparation avant le Vendée. Mais il s'attendait à distancer beaucoup plus les bateaux à dérive droite que ça, ce qui n'a pas été le cas. Et il s'attendait à être plus rapide. Et je pense que c'est là où il y a une déception. Alan Roura, ouais, qui disait, c'est pas s'il repartira aussi sur un prochain Vendée Globe, Alan Roura. Ah, en passant, Isabelle Yoshke, qui a célébré son anniversaire. Isabelle Yoshke, je crois que c'était hier. Du côté d'Isabelle Yoshke avec Emma CSF, qui disait que ça ne l'arrange pas, les petits copains qui reviennent, parce qu'avec son bateau qui a un foil en moins, c'est pas forcément évident. Et Alan Roura, ouais, disait, un peu comme Clarisse Kremer, il y a des questions qui se posent. Il dit c'est son 3e Vendée Globe, hein. Alan Roura, parce qu'il a commencé très jeune. Il a commencé à l'âge de Violette d'Orange. Hein. Je crois qu'il y avait une centaine de jours d'écart entre plus jeune pour Violette d'Orange par rapport à Alan Roura, mais c'est déjà son 3e Vendée Globe. C'est vrai que là, je crois qu'il n'a pas pris beaucoup de plaisir sur une portion de la course quand même. La première partie de course a été compliquée pour lui. Et surtout, il n'a pas réussi à mener ce bateau. Et ça, je pense que c'est sa déception personnelle à lui. C'est qu'il n'a pas été en mesure d'emmener ce bateau, de l'emmener à 100%. Et là, je pense que il y a une petite amertume du côté de ce Vendée. Il jouait pas non plus pour faire 15e. Hublot ne jouait pas non plus pour faire 15e. L'idée était de rentrer dans le top 10. Il y a 4 ans, quand ils achètent ce bateau et qu'ils lancent le projet, c'est pas pour faire 15e du Vendée Globe. Donc là aussi, il y a une déception. Et déjà, il y a 4 ans, ça avait été une déception parce que, en fait, il faut revenir sur la carrière d'Alan Roura. Il y a 8 ans, il se lance dans la classe IMOCA avec un bateau qui est un bateau assez ancien, qui était un bateau qui n'avait pas de foil. Il réussit un bon Vendée Globe, il est dans le top 10 je crois, ou pas loin du top 10, donc il décide de rajouter des foils à son bateau. Comme je vous l'ai dit, à part sur MACSF, ça n'a quasiment pas marché. Il arrive quand même à faire le record de l'Atlantique Nord en IMOCA, en solitaire, ce qui était l'un de ses défis avec ce bateau-là. Sauf qu'il y a 4 ans déjà, le bateau était normalement fiable, il a eu beaucoup de problèmes techniques. Il y avait une bulle qui avait explosé, une bulle de protection hein, pour observer à l'extérieur qui avait pété. Enfin voilà, ça avait été aussi un cauchemar en termes de fiabilité. Et c'est vrai qu'il s'était dit, bon, je repars, mais je repars avec un gros projet, gros sponsor, gros bateau. Voilà. Je repars avec un bateau qui est rapide et tout ça. Et on voit qu'il a eu du mal à s'adapter à ce bateau parce que c'est un bateau exigeant. C'est un bateau Alex Thomson. Ça ne convient pas à tout le monde, les bateaux Alex Thomson. On voit que Dutreux a réussi à bien s'en servir. Par exemple, le bateau précédent d'Alex Thomson. Mais celui-là, c'est des bateaux qui sont hyper exigeants parce que Alex Thomson, il s'en foutait de dormir sur un bout de bois. Hein. Lui, de confort, il n'en avait rien à foutre, hein, Alex Thomson, parce que c'est un Gallois. Enfin, c'est un Gallois, donc c'est un Duromal, non, mais c'était c'était sa conception de la voile. C'est rustique, la voile rustique. On va dire Alex Thomson et Alan Roura, bon je crois qu'il a essayé d'adapter. Il s'est pas adapté au bateau, il a essayé que le bateau s'adapte à lui. Et je pense que ça a été une erreur. Il fallait aussi qu'il essaye de s'adapter au bateau et ils ont essayé de modifier plein de choses. Il n'y a pas grand chose qui a marché. Voilà. Et je pense que c'est une déception personnellement de ne pas réussir à avoir emmené ce bateau. Jean Le Cam, il disait en vacation, il a fait une longue vacation aujourd'hui. Jean Le Cam, il disait il y a des petits Vendée Globe un peu partout, quoi. Il y a un premier Vendée Globe qui est arrivé. Là, il y a leur Vendée Globe à eux, avec la bagarre du côté des bateaux à dérive droite. Toujours du retard un peu. Enfin, il est un peu en retard par rapport à Benjamin Ferret, Tanguy Le Turquet, mais encore une fois, lui, il est le plus proche de la route idéale. Donc, l'écart est que techniquement de 15 000 avec Benjamin Ferret, mais en fait, il est un peu plus important que ça. L'écart, en réalité, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant arrêté là. Je trouve que ça va pas hyper vite.
parce que eux, c'était prévu qu'ils soient arrêtés, lui un peu moins. Donc un peu une surprise. Parce que je pensais qu'il aurait vraiment recollé au paquet de devant. Parce qu'en gros, hier, il avait 150 000, 200 000 de retard. Et il était quasiment sur Conrad Coleman. Or, là, il y a quand même un petit décalage par rapport à Conrad Coleman. Donc, alors je sais bien que Conrad a été vite, mais quand même, la petite déception. Jean Le Cam, de toute manière, il y aura une déception parce que je pense qu'il s'attendait à aller plus vite aussi. Or, il va être plus lent que le Vendée Globe d'il y a 4 ans, lui aussi. Et surtout, je pense qu'il s'attendait à être beaucoup plus performant que Hubert, son précédent bateau. Sauf que dans la réalité, alors certes, Violette d'Orange est loin, on va dire, par rapport à Jean Le Cam. Mais j'ai eu le sentiment que ce bateau-là, en pointe, est plus rapide, c'est-à-dire sur les grosses journées de vent, il arrivait à aller plus vite. Par contre, sur les journées de vent moyen, j'ai pas l'impression qu'il était beaucoup plus efficace que le Hubert. Et ça, c'est un petit peu une déception quand même. Il a mis beaucoup de moyens sur ce projet-là, parce qu'il y croyait, je pense au départ, de se dire on peut repartir avec un bateau neuf et être aussi efficace que les bateaux à foil. Sauf qu'il n'avait pas anticipé l'évolution de performance entre 2020 et 2024 des bateaux à foil. En fait, il s'est fait leurrer, lui aussi, par le précédent Vendée Globe où il y avait les conditions de vent qui ont fait que ces bateaux-là n'ont pas pu être efficaces. Et après, derrière, tout s'est pas toujours bien goupillé en plus en termes de météo. C'est vrai que lui, il s'est fait complètement arrêter dans l'entrée d'Atlantique Sud, là, dans la sortie du Cap Horn, et ça a été très compliqué à gérer. Et tu sens que qu'il n'est pas hyper joyeux, quoi, Jean Le Cam. Moi, ça fait quand même depuis plusieurs éditions du Vendée Globe que je suis, où je suis Jean Le Cam. Même dans des éditions où il savait que la victoire allait être compliquée, parce que parfois il n'avait pas beaucoup de moyens financiers, je pense il y a 8 ans par exemple, je le trouvais plus souriant et plus heureux que là quand j'ai vu sa dernière vacation où je dirais pas qu'il fait la gueule, mais tu sens que là l'objectif est de finir et c'est juste de finir, et que le classement de toute manière, qui gagne une place, 2 places, 3 places, qui gagne le classement des bateaux à des rives droites, ça ne va pas forcément le satisfaire plus que ça à l'arrivée. Donc il y a un goût amer quand même sur ce Vendée du côté de Jean Le Cam. Il y a autour de ce projet qui était là aussi très ambitieux, faire 2 bateaux, essayer de mutualiser les coûts, avec un Éric Bellion qui a abandonné, avec un Jean Le Cam qui a eu quand même pas mal de problèmes techniques. C'est vrai que la mutualisation des coûts, ça n'a pas permis de fiabiliser les 2 bateaux. Je pense qu'ils sont sortis trop tard aussi, ces bateaux, parce qu'ils sont sortis mi-2023 pour un Vendée qui était... ils sont sortis un an... Ouais, ils sont sortis 15 mois avant le Vendée Globe. C'était trop tard, je pense. Donc là aussi, il y a peut-être eu une erreur dans le projet, mais peut-être parce qu'il manquait un peu de moyens, ou peut-être que certaines choses ont mis du temps à se mettre en place. Donc ça n'a pas été efficace, facile, du côté de Jean Le Cam. Bon, derrière, Sébastien Marcet, Kojiro. Alors il y a Guirec Soudé qui continue d'avancer, qui fait son petit bonhomme de chemin derrière. On a quitté le poteau noir pour Violette d'Orange, qui s'en est bien sorti par rapport même à Arnaud Boissière et ses petits camarades. Louis Duc, par contre, a eu plus de mal avec Sébastien Marcet. Ils sont restés un peu bloqués. Et Kojiro, lui, s'envole maintenant avec les foils. Ça va être un peu plus efficace pour lui. Et puis derrière, Antoine Corny, qui va être le prochain à rejoindre la zone du côté de l'Équateur, avec Éric Bellion notamment. Et puis Jing Kunshu, qui a réglé ses problèmes et il était très content. Et puis on retrouve Oliver Air, et enfin derrière, toujours la bagarre des 3, Manuel Cousin, Fabrice Amedeo et donc Dennis Van Winberg, et les 3 qui sont assez proches en termes de 1000. C'est Amedeo aujourd'hui qui est le grand vainqueur de cette journée, mais vous voyez que 5004, 5002, ça veut dire que on reste sur 200 000 d'écart entre Manuel Cousin et Dennis Van Winberg, donc ça reste très engagé et très serré entre ces 3 bateaux. Donc on va voir maintenant comment ça va se passer dans les jours à venir. Du côté du classement, des statistiques qui a fait le plus de distance sur les 24 dernières heures. Alors on marque Paul Meillat, mais je pense que Paul Meillat est en train de rentrer à Lorient, que le bateau n'est pas resté au Sable d'Olonne, donc c'est pour ça que ça fait des petites modifications. En vrai, celui qui a fait le plus de 1000, c'est Guirec Soudé aujourd'hui, qui a été le plus efficace devant Samantha Davis et Kojiro Shirashi, donc qui a fait une belle journée. On retrouve ensuite Boris Herman, Antoine Cornic, Arnaud Boissière,
Conrad Coleman, Romain Attanasio et Jean Le Cam, voilà, qui complète ce top 9, et donc pas un top 10 aujourd'hui. Et puis Dennis Van Winberg, il est désormais à 10 750 km à peu près de l'arrivée, donc 5 800 milles, voilà, maintenant jusqu'à l'arrivée. Les prochaines estimations d'arrivée, donc le passage du Chenal pour le moment, ça ne sera pas le cas ce mardi pour Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer. De toute manière, c'est impraticable. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Aïda Valkanou sur YouTube, qui suit également la course et qui a montré les images et qui montrait bien que là, ça passait pas. Hein. Là, c'est juste pas possible. Il y a des vagues de 4 mètres de hauteur. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, eux, bah, ils vont encore attendre. Je pense que ça peut passer demain. Peut-être dans l'après-midi. Le jour des enfants. Peut-être qu'ils arriveront à sortir de là. Boris Herman, Samantha Davis, eux, ils arrivent demain. Entre 14h et 19h pour Boris Herman, entre 16h et 22h pour Samantha Davis, mais ça va encore pas mal fluctuer pour le moment. Romain Attanasio, donc entre la nuit du 1er au 2 février, pour l'instant du 2 au 4 pour le groupe de Pédoté jusqu'à Jean Le Cam, le 6 pour Guirec Soudé, du 8 au 9 pour le groupe entre Kojiro et Arnaud Boissière, entre le 12 et le 13 pour Antoine Cornic, Oliver R à Jinkunshu entre le 14 et le 15, entre le 23 et le 24 pour Manuel Cousin et Fabrice Amédéo, et Noudi toujours entre le 26 et le 28 pour Denise Van Winberg avec Dithieron Group. Voilà pour le moment sur les estimations d'heures d'arrivée. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amec Production. Ciao, ciao!